Et donc là, j'invite notre ami Jean-Paul Dumur. Je pense que tout le monde le connaît. Il est pneumologue allergologue. C'est un grand ami de la Tunisie. Il est souvent avec nous, soit en visioconférence, soit surtout en présentiel. Et il coordonne maintenant le Dufral Maghreb. Et il va nous parler de l'immunothérapie allergénique vers un traitement moins contraignant. À toi la parole, Jean-Paul. Merci Fatma. Messieurs les présidents, je voudrais d'abord remercier les associations, donc l'association franco-tunisienne et la Tuforcal et leurs présidents, mes amis Assad et Majed, pour l'invitation. Alors, bien entendu, il faut toujours se méfier de ses amis, vous le savez. Et c'est Maj qui m'a donné ce sujet. Alors moi, je l'ai compris d'une certaine façon, donc je l'ai traité en fonction de la façon que je comprenais, mais peut-être que vous avez compris autre chose. Comme ça, on pourra en discuter éventuellement, et lui en premier lieu, à la fin de la conférence. Alors, quelques points clés. Vous savez, et maintenant il y a de plus en plus de publications, l'immunothérapie allergénique a prouvé son efficacité dans la rhinite et l'asthme allergique. Il y a eu de grandes études multicentriques en double aveugle. Donc elle est actuellement recommandée dans la rhinite persistante modérée à sévère et dans l'asthme GINA palier. Alors il faut aussi noter, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est que toutes les études vraiment positives ont été faites avec la forme sublinguale. Troisième point, et ça vous le savez également, et encore plus dans les pays francophones, la complexité de la mise en œuvre, la multitude des protocoles selon les pays et les écoles, et les coûts et problèmes d'acheminement et de conservation constituent un frein à la diffusion de cette thérapie. Et donc, on va essayer de voir justement si on ne peut pas améliorer cela. Donc, il faut harmoniser nos pratiques à l'échelon francophone et surtout proposer une immunothérapie efficace, abordable et moins contraignante. C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Alors, quelques généralités. Vous savez que l'immunothérapie, c'est une stratégie thérapeutique non pharmacologique, c'est ce qui fait son originalité. Donc, pour renforcer, diminuer ou moduler l'état immunitaire d'un patient, pour influer durablement sur l'histoire d'une maladie chronique ou proliférative. Alors vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup d'immunothérapies dans d'autres spécialités que la nôtre, puisque les cancérologues, les rhumatologues, les gastro-entérologues font de l'immunothérapie dans différentes maladies inflammatoires, auto-immunes ou les cancers. Alors, là aussi, j'insiste un peu de sémantique parce qu'il faut qu'on parle tous le même langage. Pendant très longtemps, et je fais partie des vieux allergologues, on parlait de désensibilisation spécifique. Bon, c'est un terme complètement impropre. Vous ne désensibilisez jamais votre patient. Si vous lui faites une immunothérapie efficace, vous faites des tests au bout de 3 ans, ils sont toujours positifs. Donc, le terme est absolument à proscrire. Donc, ensuite, on a parlé d'immunothérapie spécifique. C'était un peu mieux, mais comme je vous l'ai dit, il y a maintenant différentes spécialités médicales qui utilisent de l'immunothérapie qu'ils appellent aussi spécifique. Donc on n'est plus spécifique du tout. Donc le seul terme qu'il faut retenir, c'est celui d'immunothérapie allergénique. Alors par rapport à toutes les autres thérapeutiques qu'on utilise en pathologie ORL et respiratoire allergique, c'est le seul traitement qui peut prétendre agir sur les mécanismes physiopathologiques. C'est en fait une première biothérapie, l'immunothérapie. Tous les autres médicaments qu'on utilise, les corticoïdes, les antihistaminiques et que sais-je encore, sont des traitements symptomatiques qui, en général, dès qu'on les arrête, eh bien, la pathologie recommence. Deuxième point, il faut commencer tôt. Tant que le remodelage, notamment dans l'asthme, n'intervient pas, parce qu'ensuite, bien sûr, on sera beaucoup moins efficace. Alors, un petit peu d'histoire, notamment, il y a mon ami Pigerias qui est là, donc il faut faire un peu d'histoire quand même. Vous voyez, c'est une vieille technique. 1911, c'est Leonard Nunn qui a commencé, et donc, pour traiter les allergies au pollen de graminées, il faisait des scarifications sur le modèle de la fenêtre que nous avons eue, les plus vieux, pour le BCG. Et ensuite, il appliquait sur ces scarifications des extraits. Je ne vous dis pas, bon, j'ai vu des cicatrices, c'était impressionnant. Ils avaient des réactions locales énormes. Donc, quand même, ensuite,
il y a un monsieur que j'aime pas du tout, qui s'appelle Rankel, qui a fait perdre 30 ans à l'allergologie. C'est un Allemand qui a décidé, comme ça, je sais pas, en rêvant la nuit, que plus on utilisait des dilutions importantes, c'est-à-dire des concentrations faibles, plus on allait être efficace. Il s'était un peu fondé sur le système de l'homéopathie d'Hahnemann. Et en fait, bien entendu, on s'est rendu compte après qu'au contraire, on ne peut être efficace que si on utilise des fortes concentrations. Donc on a perdu... Bon. Et puis il y avait aussi, bien sûr, moi je l'ai connu encore, peut-être les plus anciens aussi, c'est qu'on avait des espèces de soupes. Hein. À l'époque, on faisait de l'immunothérapie à la poussière de maison. Hein. Vous savez, vous vous souvenez de ça, la fameuse lalipagène poussière. Bon, il y avait un mélange infâme, il y avait un peu d'acarien, il y avait du chat, il y avait de la moisissure, il y avait des pollens selon la saison. Donc c'était pas très efficace. Et là, on a commencé à donc... Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, attendez voir. On va revenir parce que... Pourquoi il repart dans l'autre sens, lui? Alors, attendez, excusez-moi. Parce que là, j'ai eu un petit problème. Voilà. Et donc, à partir des années 80, on a commencé à utiliser les acariens, déjà, à la place de la poussière de maison. On a standardisé, ça, c'était une grande avancée sur le plan des fabricants. Et d'autre part, on a abandonné enfin les extraits microbiens et fongiques. Moi, quand je suis installé à Aix en 1980, j'ai remplacé une brave dame qui passait sa vie à faire des injections de candidine, de Klebsiella, de streptocoque, etc. Bien sûr, sans aucune efficacité, mais il y avait un effet placebo, donc ça marchait. Donc ça, on a abandonné. Ensuite, les formes sublinguales, les premières tentatives ont été faites en France en 1990, et ça aussi, c'est à noter. Ce sont les libéraux qui se sont emparés de cette technique, alors que les hospitaliers étaient franchement défavorables. Je me souviens d'un congrès en 92 de la Société française d'allergo. Mon ami Daniel Vervloot, qui est un copain par ailleurs, a dit pendant une session, vous faites ça, mais si un jour vous avez un mort devant le réfrigérateur, je ne serai pas là pour vous défendre en cas de procès. Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait... Enfin, les premiers comprimés apparaissent en 2007, c'est le Grazax, donc graminé d'Alka, ensuite 2010, Oralair de Stalergène. Donc, il y a donc une soixantaine d'extraits qui sont disponibles en Europe, avec 2 laboratoires essentiellement, c'est ALK Abello, donc c'est Copenhague, hein, ALK, donc c'est les Danois, et Stalergène Gruer, qui est un consortium, je crois, franco-américano-suisse. Alors, je le dis aussi parce qu'il y a certains pays du Maghreb qui ont des problèmes pour avoir des extraits, notamment pour les prics, et même pour les traitements. Il y a un laboratoire indien qui s'appelle Credisol et qui livre dans le monde entier. Donc ça nous rend beaucoup service en Afrique, puisqu'en Afrique, il n'y a pas de distribution d'allergènes diagnostiques ou thérapeutiques. Et donc ce laboratoire-là donc distribue via DHL des extraits pour tous les praticiens allergologues qui veulent faire de l'allergologie. Alors, quelle efficacité en 2025? Alors ça, la première phase, elle est théorique. C'est vrai que théoriquement, la sous-cutanée et la sublinguale ont une efficacité équivalente, mais à condition d'utiliser des énormes concentrations en injectables, c'est-à-dire du sang IR. Or, les risques, bien entendu, sont importants. Donc, c'est une efficacité théorique, mais en fait, c'est la sublinguale qui actuellement doit être utilisée, bien entendu. Donc, vous voyez l'efficacité aussi dans la rhinite et l'asthme. Eh bien, notamment, par exemple, pour une allergie au pollen de graminées, une immunothérapie bien conduite a un effet équivalent aux corticoïdes et beaucoup plus important que les antihistaminiques. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, l'efficacité, donc, c'est 3 à 5 ans de traitement, on verra un peu les détails selon les modalités, et il y a un effet rémanent pendant 7 à 12 ans selon les cas. Il y a un impact économique, et là aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ne prennent pas en charge l'immunothérapie en disant c'est cher, mais en fait, il y a des études qui ont montré, sur le long terme, en utilisant l'immunothérapie par rapport au traitement pharmacologique, on fait des économies en termes sur le long terme. Donc, c'est quand même à réfléchir et à mettre en avant vis-à-vis de vos gouvernements respectifs. Alors, le mode d'action, il y a des choses qui sont connues, il y en a d'autres beaucoup moins. Hein. Donc, il y a déjà une modification de la réponse à l'allergène des cellules présentatrices d'antigènes, mais aussi les lympho-T et B et les cellules effectrices. Il y a aussi une induction d'une réponse IgG spécifique, les fameuses IgG4,
qui sont dosés notamment dans les allergies au venin. Mais ce n'est pas, il ne faut pas les doser parce que même si vous avez des IG4 très élevés aux acariens, ce n'est pas une preuve d'efficacité. Malheureusement, on n'a pas de marqueur d'efficacité dans les immunothérapies classiques, à part la clinique, bien sûr. Alors le choix de l'extrait, bien sûr, il va dépendre des tests que vous aurez réalisés, mais aussi de la zone géographique dans laquelle vous exercez. Alors pour les acariens, je vais commencer par ceux-là. En Europe, on a deux acariens essentiellement, le fariné et le Theronycinus, avec des répartitions différentes selon les régions, mais comme il y a une immunogenicité croisée de 95%, ce n'est pas très important, et donc on conseille d'utiliser le mélange 50-50 Theronycinus-fariné. Alors au Maghreb et en Afrique, il y a un autre acarien qui est très important, c'est le Blomia tropicalis. Il faut absolument l'intégrer dans vos batteries. Alors, il a des allergies croisées, des allergènes communs avec les deux autres, mais il y a 30% d'allergènes spécifiques. Ce qui veut dire que si vous avez les trois, vous pouvez utiliser la forme 50-50 d'Erter-Derfar, mais si vous avez une monosensibilisation à Blomia, si vous utilisez le mélange d'Erter-Derfar, ça ne marchera pas. Il faut utiliser à ce moment-là le Blomia tropicalis seul. Alors, pour les pollens, dans la région méditerranéenne dans laquelle on se trouve, et avec Bernard, nous aussi, on est dans cette région-là, il y a trois allergènes essentiels, donc à part les graminées, c'est le cyprès, l'olivier et la pariétaire. Bon. Dans les zones plus au nord, eh bien, il y a le bouleau et le frêne. Donc le frêne qui est la même famille que l'olivier d'ailleurs. Hein. Si jamais vous n'avez pas d'extrait de frêne, vous testez l'olivier, c'est pareil, parce que l'allergène majeur, le NO1, est le même. Il y a l'ambroisie, bien sûr, qui est spécifique de la région Rhône-Alpes et de toute le Middle Europa, puisque ça va en Hongrie, en Autriche, etc. Et les graminées, c'est partout. Alors, ne faites pas de mélange graminées cyprès, graminées olivier et tout ça. Pourquoi? Mais parce qu'automatiquement, quand vous donnez la même dose, vous allez avoir des traitements à moitié. C'est-à-dire, vous allez donner 150 IR de cyprès et 150 IR de graminées, donc vous diminuez votre efficacité. Donc, ce n'est pas un bon système. Alors, les voies possibles d'administration, on va commencer par la voie injectable, parce que c'est celle qu'on a connue pendant longtemps. Elle est encore utilisée prioritairement dans de très nombreux pays, dont les États-Unis et l'Allemagne, par exemple, qui ne font quasiment que de l'injectable. Alors, c'est donc les progressions de doses entre 12 et 14 semaines, puis ensuite des rapides fixes tous les 15 jours, puis tous les mois, vous connaissez tout ça. Alors, il faut absolument que ça soit fait sous surveillance médicale, parce que vous savez qu'il y a un risque, il n'est pas important, mais il y a un risque de choc anaphylactique avec la voie injectable. Et donc, il faut garder le patient 30 minutes après l'injection et avoir, bien sûr, de l'adrénaline, un masque, du salbutamol, etc. Alors, je vous donne un exemple de protocole. Bon, là, je suis parti donc, des flacons en IR. Vous voyez, c'est des progressions toutes les semaines. Et ensuite, vous voyez, hein, normalement, il faut monter à 100 IR hein, si vous voulez avoir une... Donc, sinon, on n'est pas efficace. Hein. Donc, durée 3 à 5 ans. Hein, sauf inefficacité ou mauvaise tolérance, bien sûr. Alors, les avantages de la voie injectable, bien sûr, l'avantage, c'est qu'on peut contrôler le patient parce qu'il vient se faire piquer, etc., ou l'infirmière le pique. Le coût est plus faible. Mais l'inconvénient, d'abord, c'est les enfants, hein, les faire piquer toutes les semaines. Bon courage. La piqûrophobie, quand même, ça existe. Il faut aller chez le médecin chaque fois pour faire l'injection, donc c'est quand même très prenant. Il y a des réactions locales qui sont non négligeables. Et puis, je vous ai dit, il y a un risque de réaction générale anaphylactique, surtout si on monte les doses. C'est à peu près 1 à 2 réactions pour 2 millions d'injections. Et surtout, c'est des plus disponibles depuis 8 ans. ALK et Stergène ne font plus de forme injectable. La voie sublinguale, bon, c'est une voie d'avenir. Je vous ai dit, toutes les publications récentes ont été faites avec cette voie sublinguale. Alors, il y a deux modalités, soit la forme liquide, vous connaissez bien les pressions, soit aussi, bien sûr, de plus en plus, les tablettes et comprimés à délitement rapide sous la langue. Et vous voyez que les doses administrées sous forme comprimée sont 15 fois supérieures à la forme injectable. Et en plus, vous avez des prises quotidiennes, alors que l'autre, c'est tous les mois. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo entre les deux traitements. Bon, là, c'est pareil. Donc, on progresse sur 10 jours. Ça, c'est le protocole classique. Vous allez voir tout à l'heure, je vais proposer quelque chose de beaucoup plus rapide.
Et ensuite, c'est 5 pressions ou 20 graduations selon le laboratoire à refaire tous les matins sous la lampe. Voilà, bon, j'ai pris par exemple le protocole staloral acarien. Voilà, donc... Alors maintenant, les tablettes. Alors moi, je suis très partisan personnellement des tablettes. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a plus de problème de chaîne du froid, et ça c'est quand même important. Deuxièmement, les patients qui ont un travail, qui se déplacent, etc., c'est beaucoup plus commode d'avoir la boîte de comprimés plutôt que d'avoir un frigo ambulant. Et donc, vous voyez, la posologie, que ce soit la Carizax d'ALK ou l'Orilmate de Stalergen, eh bien, rapidement, on est à la dose d'emblée, presque. Hein? Alors, pour les pollens, vous avez également des comprimés. Donc, le Grazax d'ALK, qui est à base de fléol, un comprimé chaque matin. Vous voyez les prix, hein, je vous ai mis, et ça, c'est indicatif, c'est en euros, c'est en France. L'Oralair, donc là, c'est un mélange de 5 graminées, les 5 plus importants. Voilà, le prix est à peu près équivalent. Mais là, il y a une dose de départ qui est à 100 IR pour Stalergen, contrairement à ALK qui part directement à 300. Mais au bout de 3 jours, on est également à 300 IR. Et puis, vous avez un extrait maintenant comprimé pour le boulot. Ça nous concerne moins en Méditerranée, mais ça concerne toute la zone septentrionale d'Europe. Ça s'appelle l'Itulazax. Alors, les avantages, inconvénients, facile d'emploi pour le patient, pas d'effets secondaires graves, excellente efficacité. Pas de contraintes liées à la chaîne du froid, bien sûr. Inconvénients, l'observance, c'est comme quand vous donnez des comprimés d'antibiotiques ou je ne sais pas quoi, vous ne savez pas si le patient les prend vraiment. Hein. Et puis, le prix est plus élevé. Alors, je vous ai fait une petite tablette pour rapport aux comprimés, un prix de revient comparé. C'est en France, toujours pareil. Hein. Bon, la Lustal, par exemple, c'est la forme injectable, c'est 30 € le flacon. Bon, il faut compter en plus quand même les consultations chez le médecin ou l'infirmière. Hein. Les comprimés, vous voyez, c'est à peu près 936 € par an en acarien. Et, vous voyez, en gouttes, à qui profite le crime? 1940 €. Moi, je ne comprends pas que les deux soient encore remboursés. Mais bon. Les indications dans l'asthme, bien sûr, je parle d'abord des acariens parce que c'est quand même l'allergène le plus important. Bon, là, l'étude Mitra, au moment des travaux sur la Carizac, qui est le premier qui est sorti, vous voyez, donc il y avait 2 bras avec des patients donc, qui étaient partiellement contrôlés. On avait le traitement classique, hein, avec corticoïdes inhalés et association fixe avec un LABA, et on rajoutait la Carizax, et dans l'autre, on mettait du placebo. Et donc, on s'est rendu compte que le bras où il y avait la Carizax, c'est-à-dire l'immunothérapie allergénique, il y avait beaucoup moins d'exacerbation que dans l'autre bras. La deuxième étude est très intéressante aussi, c'est toujours au moment de la Carizax, la MT02. Donc là, c'est des modérés à sévères, allergiques aux acariens. Donc vous voyez, ils avaient une association fixe formoterol budesonide 200, donc 400 matin et soir. Là, pareil, pharmacologie seule d'un côté, Acarizax de l'autre. Et on a pu diminuer de 50% les doses de corticoïdes dans le bras qui étaient sous immunothérapie, ce qui est quand même intéressant, et notamment chez les enfants, les pédiatres. Alors, il y a d'autres études qui ont été faites chez l'enfant, parce qu'on a pas mal de pédiatres. Vous voyez, enfants et adolescents asthmatiques, on a pu là aussi diminuer notablement la dose quotidienne de fluticasone. Bon, pour le GINA, le 25, ça n'a pas changé. Hein. C'est donc 1, 2, 3, 4, dans les paliers, on peut utiliser l'immunothérapie. Voilà, je vous le rappelle, de toute façon. Alors ça aussi, c'était intéressant. Il y a eu une étude d'après-vente, c'est l'étude Carioca, pour voir ce que donnaient les comprimés d'acariens sur le long terme. Donc il y a eu 1500 patients inclus, donc 63% avec asthme modéré, 8% avec asthme sévère, et 18% d'asthme non contrôlé. Ça, vous savez qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est une mauvaise... donc on a introduit ces patients. On ne doit jamais commencer une immunothérapie chez un asthme qui n'est pas contrôlé. Vous voyez donc, il y a eu 18% d'effets secondaires, mais seulement 5% nécessitant un traitement et seulement 1% nécessitant l'arrêt. Donc c'est une excellente tolérance. Donc en pratique, c'est le seul traitement étiologique de l'asthme et de la rhinite, bien sûr. Utilisé le plus tôt possible dans l'histoire de l'asthme, que je vous ai dit, avant le remodelage. Bien sûr, il faut d'abord faire un bilan sérieux et minutieux, avec
Donc des tests, une courbe des biovolumes, éventuellement des allergènes moléculaires pour bien être sûr que d'abord vous avez une sensibilisation et qu'ensuite il y a une relation entre la sensibilisation que vous constatez et la pathologie du patient, c'est-à-dire la corrélation. Alors, dans les autres allergènes, bon, voilà les pollens qu'on peut utiliser actuellement. Le bouleau et le frêne pour les zones du nord, le cyprès, l'olivier et la pariétaire pour les zones méridionales, tout ça est standardisé. L'ambroisie, bien sûr, pour la région Rhône-Alpes, et les graminées en toute zone. Alors, les indications, c'est rhinite persistante sévère, résistant au traitement habituel ou s'aggravant d'année en année, et s'accompagnant d'asthme saisonnier. Alors, on ne fait pas comme les acariens, c'est pas la peine de faire toute l'année, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant du pré-éco-saisonnier, c'est-à-dire en gros 6 mois, 4 mois avant la saison plus les 2 mois de saison, c'était aussi efficace que de donner toute l'année. Donc, on peut faire des économies. Donc, il faut commencer 4 mois avant l'apparition des premiers pollens et ensuite faire les 2 mois suivants pour la saison pollinisée. On peut aussi utiliser, il y a un extrait qui est standardisé, c'est le seul, c'est pas la peine de vous embêter avec les autres, le staphylium, tout ça, c'est l'alternaria. Alors, il existe des sensibilisations alternaria, vous savez que c'est un marqueur d'asthme sévère. Mais lorsqu'il y a vraiment un asthme avec une monosensibilisation, j'insiste bien, si vous avez d'autres allergènes, ce n'est pas la peine de vous embarquer. Dans certains cas, on peut avoir une indication d'immunothérapie sublinguale à alternaria, bien sûr après éviction soigneuse des sources d'allergènes. Donc, efficacité prouvée, commencer au terme d'un bilan précis. Indication préférentielle, bien sûr, les enfants de plus de 5 ans, les adolescents et les adultes jeunes. Et donc, ça repose sur une bonne observance du patient, un suivi régulier, bien sûr, comme tout asthmatique qui se respecte. Alors, c'est pour répondre à la question de Matt. Quelques pistes. Eh ben oui, mais fallait bien. Écoute, ça va être... Voilà. Alors, le choix de la voie de l'administration, d'abord. Il faut abandonner définitivement la voie injectable. Je crois qu'un jour, il y a un allergologue français que je ne nommerai pas par charité au CFA. Je défendais cette théorie-là. Il m'a dit « Mais non, c'est très bien la voie injectable, etc. Puis ça coûte moins cher, on peut vérifier. » Et je lui ai dit « Écoute, tu as un enfant qui a une rhinite aux acariens. Tu lui fais une injection, il fait un choc anaphylactique, il meurt. Qu'est-ce que tu vas dire au juge? Il va te pardonner quand tu aurais pu lui donner une forme sublinguale sans réaction? Bon. Voilà. Et utiliser la forme comprimée chaque fois que possible. Et ça, je crois qu'il faut que vous insistiez pour avoir ces formes comprimées. Parce que, surtout dans les pays chauds, c'est quand même beaucoup plus... Deuxième, si vous n'avez que des formes liquides, il faut simplifier les protocoles. Alors, je sais qu'on vous fait commencer à 10 et tout ça. Ce sont des niaiseries. Puisque la Carizax, on donne directement 300. Pourquoi on va commencer avec du 10 pour le liquide? Ce n'est pas logique. Et ça fait des dépenses supplémentaires inutiles. Donc, moi, je propose de commencer directement le flacon à 300 et en 5 jours, vous êtes à la dose d'entretien, sans aucun risque. C'est bien sûr, s'inspire des formes comprimées. Et troisième chose, favoriser la prise en charge de l'ITA par l'assurance maladie. La communauté allergologique dans son ensemble doit entreprendre un travail de persuasion des décideurs. Je vous ai dit tout à l'heure que sur le long terme, ça coûte moins cher que les traitements pharmacologiques. Il faut obtenir une prise en charge. Mais pour éviter les prescriptions abusives et aberrantes, il faudrait réserver, à mon avis, la prescription, ou tout au moins son initiation, aux allergologues qualifiés, en l'incluant à la catégorie des médicaments à prescription restreinte. C'est la façon de pouvoir, à ce moment-là, rassurer vos tutelles et d'obtenir éventuellement une la prise en charge de l'immunothérapie. Je vous remercie. Merci Jean-Paul pour ta présentation. Je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent. Alors je voudrais préciser pour les intervenants qui se mettent debout, qui se présentent, parce qu'on est en train de filmer en direct. Alors, à toi la parole, docteur Hachech. Je suis docteur Hachech, je suis pneumologue de libre pratique. Je vous remercie pour votre exposé. Il y a juste une précision que j'aimerais bien avoir. Est-ce qu'il s'agit de gouttes ou de pression? Alors, j'ai pris la précaution parce que les deux laboratoires n'ont pas... Bon, le liquide, c'est le même, hein.
croissant hier. Laboratoire stallergène, ce sont des pressions. Laboratoire ALK, c'est une petite seringue et on monte le nombre de graduations et on met sous la langue. C'est pour ça que j'ai... Mais le produit est le même. Hein. Après, c'est la technique de distribution qui est différente. D'accord. Bon, maintenant, je pose ma question. Quand on commence une désensibilisation, on l'a fait chez un malade qui est sous contrôle. Et comme ce malade est sous contrôle, donc on n'a aucun moyen de savoir si la désensibilisation est efficace. Alors je pose la question, à quel moment on peut arrêter le traitement de fond pour garder uniquement le traitement sous désensibilisation? Parce qu'à mon avis, c'est le seul traitement, on peut avec ce traitement seul avoir une efficacité permanente. Merci. Alors, bon, merci, c'est une question compliquée. Alors, je vais séparer l'enfant et l'adulte. Chez l'enfant, par exemple un asthme aux acariens, un monosensibilisé, avec une bonne prise en charge, un traitement précoce, dans de nombreux cas, on peut à terme arrêter carrément le traitement de fond. C'est clair. À terme. Donc vous diminuez, vous avez vu les études qui ont été faites, il faut diminuer progressivement les doses de corticoïdes inhalés, et à un moment donné, de toute façon, on n'a pas de marqueur, donc la seule façon, c'est la pratique clinique. Maintenant, chez l'adulte, qui a déjà donc un asthme un peu ancien, vous allez améliorer, vous allez pouvoir diminuer les doses, mais c'est rare qu'on puisse vraiment arrêter le traitement de fond. Voilà, chez l'adulte, je parle. Je pense que c'est pas rare. Docteur Farfer, s'il vous plaît, vous mettez debout. Hein. Merci Jean-Paul pour cette présentation excellente. J'ai une question pour la voix en comprimé, en tablette. Tu dis il n'y a pas d'effet secondaire. Moi j'ai deux problèmes. Grave. Ou peu, ou pas. Les patients, quand ils prennent des fois le comprimé, ils arrêtent au bout de quelques jours, ils disent j'ai ma bouche qui gonfle. C'est des blups, ça l'appelle ça, oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces conditions? Il y en a aussi avec la forme liquide. Hein. Oui. Donc en fait, ils ont des réactions de sensation de gonflement sous la langue, ils ont quelquefois même une forme d'ulcération, etc. En général, c'est passager. Et donc, dans ces cas-là, moi je les mets en sous antihistaminique pendant quelques jours. Et ensuite, le temps qu'on les prévient, hein, c'est pas grave du tout. Et à ce moment-là, au bout de quelques jours, après, ils s'habituent et il n'y a plus besoin de donner d'antihistaminique. Je sais que c'est pas grave, mais c'est désagréable et souvent, ils arrêtent le traitement. Alors, en revanche, oui, mais il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils insistent. Par contre, ce qu'il y a d'autre qui est plus gênant, dans les formes liquides notamment, il y a des gens qui ont des douleurs abdominales et gastriques. Ouais. Et là, c'est persistant, les antihistaminiques ne marchent pas. Alors à ce moment-là, ce que je vous conseille, pour la forme liquide en tout cas, c'est qu'au lieu d'avaler, il faut cracher, tout simplement. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de problème de troubles gastriques. Donc on garde les 2 minutes sous la langue, et ensuite, au lieu d'avaler, il va cracher le produit. Voilà. Est-ce que la dose joue un rôle dans les symptômes? Oui, si tu es sûr que si tu fais du dixière, tu n'auras pas de problème. Mais dès que tu es à dose thérapeutique, mais ça dépend aussi, en fait, c'est des patients qui sont hypersensibles, tout simplement. Mais on passe le cap assez rapidement, quand même, en général. Si, oui. Oui. Un grand merci pour cet exposé. Et comme toi, je fais partie des dinosaures. On a vraiment tout vécu. Oui. La standardisation, les unités Noun. Je te remercie de me rappeler ça, mais bon, c'est grave. Nous sommes quelques-uns dans la salle quand même. Je te rappelle qu'on avait quand même aussi dilué nos allergènes avec de l'aluminium. Ce qui est... Ouais. Bon, on s'est fait longtemps. Si on voulait vraiment faire une étude, on pourrait prendre tous ces malades qui sont encore bien vivants. Je ne suis pas d'accord sur l'arrêt des traitements chez l'enfant. On sait qu'une désensibilisation par voie sublinguale ou en comprimé empêchera l'apparition d'autres allergies. Donc si tu as un gamin qui est allergique aux acariens, comme c'est habituel, il risque de faire des allergies au pollen. Si tu arrêtes le traitement, il la fera plus facilement et plus rapidement. Donc moi, je suis dans l'Est, hein, donc on a de plus en plus de pollen, à cause de la pollution aussi, et je déconseille, enfin, on demande de ne pas arrêter les traitements de fond. On les continue, aussi bien les bronchodilatateurs que les antihistaminiques. Merci. Merci. Et Dr Mahal, tu te lèves, s'il te plaît, Sonia. Dernière question.
Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ma question, en fait, on sait que depuis toujours que l'intérêt majeur de l'ITA, c'est en matière de prévention de l'apparition de l'asthme chez les patients rhinitiques. C'est là où vraiment l'efficacité a été démontrée. Ma question, est-ce que selon votre pratique, et je sais que vous pratiquez beaucoup l'ITA, est-ce qu'en pratique, en termes de pourcentage ou d'expérience, qu'en est-il de cette idée en fait de prévenir l'apparition de l'asthme chez les patients rhinitiques auxquels vous allez prescrire une ITA? Oui, je crois vraiment que si un enfant ou un adulte a une rhinite relativement, bon, si c'est une petite rhinite intermittente, on va pas, mais dès qu'elle commence à être modérée ou sévère, je pense que c'est de bonne pratique de faire l'immunothérapie. Et en général, quand même, c'est vrai que il y a eu des études qui ont été faites, donc ça prévient l'apparition de l'asthme. Et comme disait Dominique tout à l'heure, le fait de faire une immunothérapie précoce, ça évite souvent les polysensibilisations, parce qu'on a des patients ensuite qui vont se sensibiliser, par exemple aux allergiques aux acariens, puis après ils vont se sensibiliser au pollen, aux chats, etc. Et le fait de faire l'immunothérapie tôt, souvent ça évite, et ça a été démontré, que ça évite les polysensibilisations. Il y a un risque divisé par 3, voilà. Merci. Encore Jean-Paul, nous sommes déjà dans les limites du temps. Je te remercie encore une fois. Et je vais passer la parole. Je ne vais pas empiéter sur Florence. J'ai pas vu. Bon, on se permet une dernière question, s'il vous plaît. J'entends pas. Pardon. Oui. Pour les asthmatiques palier 5, c'est contre-indiqué, mais y a-t-il un projet pour ce type de patient? Bon, c'est dans le GINA, en tout cas, il n'en parle pas, parce qu'un patient qui est au palier 5, je crois que là, c'est une maladie inflammatoire sévère, avec d'importants remodelages, etc. Et je ne pense pas vraiment, c'est un asthme qui évolue depuis quand même un certain temps, je ne pense pas que l'immunothérapie puisse avoir une efficacité. Franchement, là... Bon, après, on peut toujours essayer, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'études, mais bon, en général, on ne s'est pas trop parti la fleur au fusil dans ces formes-là, dans les formes sévères, en tout cas. Merci encore, Jean-Paul. On est un peu limité par le temps. Nous avons un symposium à 12h30 et je cède la parole à mon ami Felid Mazrou.